Vous savez ce que font la plupart des gens quand ils économisent pendant des mois, parfois des années? Ils achètent leur voiture comptant. Ils sortent leur carte, ils paient la totalité, et ils rentrent chez eux avec la satisfaction d'une personne qui n'a de compte à rendre à personne. Pas de crédit. Pas de mensualité. Pas de banque dans le dos. Et cette sensation, elle est réelle. Elle est honnête. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Cette décision que vous pensez intelligente, cette décision qui vous donne l'impression d'être libre, c'est précisément celle que les gens vraiment riches n'ont pas prise. Pas une fois. Pas deux fois. Jamais. Et ce n'est pas un hasard. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais vous montrer, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une opinion. C'est une mécanique. Une mécanique financière que personne ne vous a jamais expliquée clairement, et qui explique pourquoi certaines personnes continuent d'accumuler de l'argent même quand elles dépensent, pendant que d'autres s'appauvrissent sans s'en rendre compte au moment précis où elles pensent être responsables. Il y a quelque chose dans ce vidéo que vous n'avez peut-être jamais entendu formuler de cette façon. Et quand vous l'entendrez, vous ne verrez plus jamais votre salaire de la même manière. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est vraiment fier d'avoir payé sa voiture cash? Votre père, un ami, un collègue? Dites-le dans les commentaires. Parce que je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être changer la conversation que vous aurez avec eux la prochaine fois. Et si vous êtes vous-même dans cette situation, si vous avez une voiture payée comptant, ou si vous économisez pour en acheter une, commentez aussi. Dites-moi où vous en êtes. Je lis les commentaires, et je réponds à ceux qui posent les vraies questions. C'est mon engagement. Ce canal existe pour ça. Maintenant. Commençons. Imaginez deux personnes. Même salaire. Même ville. Même point de départ. La première personne économise pendant 2 ans. Elle met de côté 20 000 €. Elle achète sa voiture comptant. Elle est soulagée. Elle se dit qu'elle est responsable, qu'elle n'a pas de dette, qu'elle gère bien son argent. La deuxième personne prend un crédit auto. Elle place ses 20 000 € ailleurs. Et 5 ans plus tard, cette deuxième personne est plus riche que la première. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut emprunter de l'argent et se retrouver plus riche que quelqu'un qui n'a rien emprunté? C'est exactement ce que nous allons déconstruire. Pas rapidement. Pas en surface. En profondeur. Parce que la réponse se trouve dans un principe que votre banquier connaît, que les plus grandes fortunes de France appliquent, et que personne n'enseigne dans les lycées, dans les universités, et encore moins dans les émissions financières grand public. Ce principe a un nom. Mais avant de vous le donner, vous devez comprendre pourquoi votre intuition vous trompe ici. Votre intuition vous dit que la dette, c'est le mal. Que dépendre d'une banque, c'est être esclave. Que payer des intérêts, c'est perdre de l'argent. Et sur le plan émotionnel, cette intuition est parfaitement compréhensible. Elle est même saine dans certains contextes. Mais sur le plan mathématique, dans certaines situations précises, cette intuition est fausse. Et cette erreur de jugement coûte, chaque année, des dizaines de milliers d'euros à des gens qui pensaient prendre la bonne décision. Voici la première chose que vous devez intégrer, l'argent a une valeur dans le temps. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité mathématique. 10 000 € aujourd'hui ne valent pas la même chose que 10 000 € dans 10 ans. Et selon ce que vous faites de ces 10 000 € pendant ces 10 ans, l'écart peut être énorme. Quand vous payez votre voiture comptant, vous transformez 20 000 € d'argent vivant en 20 000 € d'actifs qui se déprécient. Parce qu'une voiture, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas un investissement. C'est une dépense. Elle perd de la valeur dès le moment où vous quittez le parking du concessionnaire. En France, une voiture perd en moyenne entre 15 et 25% de sa valeur la première année. Donc vous avez transformé 20 000 € en quelque chose qui vaut déjà 15 000 à 17 000 € 12 mois plus tard. Et pendant ce temps, votre argent est immobilisé. Il ne travaille pas. Il ne génère rien. Il dort dans du métal qui rouille. Maintenant regardez ce que fait la personne qui prend un crédit. Elle prend un crédit auto à 3% sur 5 ans pour sa voiture à 20 000 €. Elle place ces 20 000 € dans un contrat d'assurance vie, ou dans un portefeuille d'actions, ou dans l'immobilier, qui génère en moyenne 6 à 8% par an sur le long terme, ce qui est un rendement historique documenté pour des investissements diversifiés bien construits. Elle paie des intérêts à 3%. Elle gagne 6 à 8%. L'écart entre les deux, c'est son bénéfice. On appelle ça l'effet de levier du crédit. Et c'est exactement comme ça que les grandes fortunes fonctionnent. Pas en évitant les dettes. En utilisant les bonnes dettes au bon moment. Mais attendez. Parce qu'il y a un deuxième niveau à cette réflexion que la plupart des gens ne voient jamais. Et ce deuxième niveau est encore plus important que le premier. On va parler de votre salaire. Parce que tout ça, le crédit, la voiture, l'investissement, ça ne se passe pas dans le vide.
Ça se passe dans le contexte de votre revenu mensuel. Et votre salaire, la façon dont vous le gérez, la façon dont vous l'allouez, c'est là que tout se joue vraiment. En France, le salaire médian est autour de 1800 € net par mois. Le salaire moyen, lui, est autour de 2400 €. Pourquoi est-ce que je vous donne ces deux chiffres? Parce qu'ils révèlent quelque chose d'important, la majorité des Français gagnent moins que la moyenne. Ce qui signifie qu'une minorité tire la moyenne vers le haut. Et cette minorité, elle ne gère pas son argent comme la majorité. Voici ce que fait la majorité. Elle reçoit son salaire, elle paie ses charges fixes, loyer, abonnement, courses, elle vit avec ce qui reste, et si elle est disciplinée, elle met de côté ce qu'elle peut à la fin du mois. Si elle peut. Voici ce que fait la minorité qui s'enrichit. Elle reçoit son salaire, elle alloue d'abord une part à ce qui génère de la valeur, elle paie ses charges fixes, et elle vit avec ce qui reste. L'ordre est inversé. Et cet ordre inversé change tout. Ça s'appelle le principe de se payer en premier. Et si vous l'entendez pour la première fois, commentez en bas. Parce que je veux savoir combien de personnes sur ce canal n'ont jamais eu accès à cette information de base. C'est important pour moi. C'est important pour la suite de ce que je vais vous expliquer. Mais il y a un problème avec ce principe. Et ce problème, personne ne vous le signale. Se payer en premier, ça semble simple. Ça semble logique. Mais dans les faits, la plupart des gens qui essaient de l'appliquer échouent dans les 3 premiers mois. Pas parce qu'ils manquent de volonté. Pas parce qu'ils sont irresponsables. Mais parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose d'essentiel sur la psychologie de l'argent. Voici ce quelque chose. Votre cerveau traite l'argent disponible comme de l'argent à dépenser. C'est neurologique. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. Quand vous voyez de l'argent sur votre compte, votre cerveau perçoit une ressource disponible et cherche naturellement à l'utiliser. C'est pour ça que les fins de mois sont difficiles pour presque tout le monde, même ceux qui gagnent bien. La solution n'est pas la discipline. La solution est l'automatisation. Sortir l'argent avant même que votre cerveau l'ait vu. Virement automatique le jour de la paie. Avant que vous ayez ouvert votre application bancaire. Avant que vous ayez pensé à quoi que ce soit. L'argent part. Et vous vivez avec ce qui reste. C'est exactement ce que fait la deuxième personne dans notre exemple. Ce n'est pas qu'elle est plus intelligente ou plus disciplinée que vous. C'est qu'elle a mis en place un système qui contourne les biais psychologiques naturels. Et ce système, vous pouvez le mettre en place dès ce mois-ci. Mais avant ça, il y a quelque chose que je dois vous dire sur la voiture. Parce que nous n'avons pas terminé avec elle. Revenons à notre exemple. La personne qui a payé comptant. Elle est soulagée. Elle n'a pas de mensualité. Mais voici ce qui se passe 2 ans plus tard, sa voiture tombe en panne. Réparation importante. 2000 €. Problème, elle n'a plus de réserve. Elle a tout mis dans la voiture. Elle est obligée d'utiliser son découvert, ou de prendre un crédit à la consommation, souvent à des taux bien plus élevés qu'un crédit auto pour financer une réparation. Elle se retrouve dans exactement la situation qu'elle voulait éviter. Avec de la dette. Mais cette fois, de la mauvaise dette. Pas une dette qui finance un actif. Une dette qui finance une urgence. Et pendant ce temps, la personne qui a pris le crédit auto à 3%, elle a toujours sa réserve intacte. Elle a même, si elle a bien géré, vu cette réserve fructifier depuis 2 ans. Elle fait face à la même panne avec le même calme. Elle puise dans sa réserve. Elle rembourse. Elle continue. Voilà la vraie différence. Ce n'est pas la voiture. C'est la liquidité. C'est la capacité à faire face à l'imprévu sans déstabiliser tout l'édifice. Et ça, c'est une leçon que les gens riches ont apprise très tôt. Ou qu'on leur a appris très tôt. Parce que les familles qui ont de l'argent transmettent ces principes. Pas explicitement, pas avec des cours. Mais par l'exemple, par les habitudes, par les décisions qu'ils voient prises autour d'eux depuis leur enfance. Les familles qui n'ont pas cet héritage culturel autour de l'argent, et c'est la majorité en France, n'ont accès à ces principes qu'à travers des vidéos comme celle-ci, ou à travers des erreurs coûteuses. Vous êtes là. Donc vous avez au moins choisi la première option. Il est temps de vous parler d'un concept que vous devez intégrer si vous voulez comprendre pourquoi votre salaire ne vous enrichit pas aussi vite qu'il le devrait. Ce concept s'appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le prix de ce que vous renoncez à faire quand vous prenez une décision. Quand vous payez 20 000 € comptant pour une voiture, le coût réel de cette voiture n'est pas 20 000 €. C'est 20 000 € plus tout ce que ces 20 000 € auraient pu générer s'ils avaient été investis. Prenons un exemple concret. Vous avez 20 000 €. Vous les investissez dans un contrat d'assurance vie bien structuré, avec un rendement moyen de 6% par an. Dans 10 ans, ces 20 000 € sont devenus environ 35 800 €. Dans 20 ans, environ 64 000 €.
dans 30 ans, plus de 115 000 euros. Vous avez payé votre voiture comptant. 20 ans plus tard, cette voiture vaut zéro. Ou presque. Elle a été revendue, remplacée. Cet argent a disparu 2 fois, une fois quand vous l'avez dépensé, et une deuxième fois sous forme de rendement que vous n'avez jamais touché. C'est ça le coût d'opportunité. Et c'est l'une des réalités financières les plus douloureuses, précisément parce qu'elle est invisible. Vous ne voyez pas l'argent que vous n'avez pas gagné. Vous ne sentez pas la richesse que vous n'avez pas accumulée. Vous voyez juste votre voiture dans le parking, vous vous dites que vous l'avez payé cash, et vous passez à autre chose. Mais l'argent, lui, n'a pas passé à autre chose. Il a continué d'exister dans une réalité parallèle où vous aviez fait un autre choix. Et dans cette réalité parallèle, vous êtes plus riche. Est-ce que vous ressentez quelque chose là, maintenant, en écoutant ça? Un léger malaise? L'impression que quelque chose aurait pu être différent? C'est normal. Et c'est même positif. Parce que ce malaise, c'est votre intelligence qui commence à intégrer une nouvelle information. Ne fuyez pas ce sentiment. Restez avec lui, parce que la suite est encore plus importante. Nous allons maintenant parler de quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment, la différence entre richesse et revenu. Et comment votre salaire, même un bon salaire, peut vous maintenir dans une forme de stagnation financière si vous ne comprenez pas cette distinction. En France, on a tendance à confondre gagner beaucoup d'argent avec être riche. C'est une erreur fondamentale. Et c'est une erreur que le système fiscal, le système de consommation, et même votre entourage social ont tout intérêt à ce que vous fassiez. Il y a une expression anglaise que j'aime utiliser, high income, low net worth. Revenu élevé, patrimoine faible. C'est le profil de millions de personnes dans les pays développés. Des gens qui gagnent 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois. Qui vivent bien. Qui partent en vacances. Qui ont une belle voiture. Mais qui, si leur salaire s'arrêtait demain, seraient en difficulté dans les 3 mois qui suivent. Pourquoi? Parce que leur niveau de vie a augmenté en même temps que leur salaire. Parce qu'ils ont amélioré leur appartement, leur voiture, leurs sorties, leurs abonnements, leurs habitudes de consommation. Parce que chaque augmentation de revenus a été immédiatement absorbée par une augmentation de dépenses. Leur richesse nette, c'est-à-dire leurs actifs moins leurs passifs, est restée stagnante. Et la personne qui gagne 2 000 euros par mois mais qui investit régulièrement une partie de son salaire depuis 10 ans, elle a peut-être un patrimoine plus solide que le cadre qui gagne 6 000 euros mais qui dépense tout. C'est contre-intuitif. C'est inconfortable à entendre. Mais c'est mathématiquement vrai. Commentez en bas si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui gagne correctement mais qui a du mal à savoir où va l'argent à la fin du mois? Est-ce que vous avez l'impression que votre salaire disparaît sans que vous ayez l'impression d'en avoir profité? Dites-le. Pas pour vous confesser. Mais parce que c'est le point de départ. Et parce que si vous décrivez précisément votre situation, je peux orienter mes prochaines vidéos exactement sur les problèmes que vous vivez. Votre commentaire a un impact direct sur ce que je produis. Et maintenant, je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle l'inflation du niveau de vie. Parce que c'est peut-être le mécanisme le plus sournois qui existe dans la gestion personnelle des finances. L'inflation du niveau de vie, en anglais, lifestyle inflation ou lifestyle creep, c'est le processus par lequel vos dépenses augmentent automatiquement en proportion de votre revenu. Vous obtenez une augmentation. Et au lieu d'investir l'augmentation, vous passez à un appartement plus grand, vous changez de voiture, vous sortez plus, vous vous abonnez à plus de services. C'est naturel. C'est humain. Et c'est une catastrophe financière silencieuse. Voici pourquoi c'est particulièrement pernicieux en France. En France, il y a une pression sociale forte autour du niveau de vie apparent. Le quartier où vous habitez, la voiture que vous conduisez, les restaurants où vous allez, les vacances que vous prenez, tout ça est observé, comparé, jaugé. Cette pression n'est pas unique à la France, mais elle prend ici une forme particulière liée à une certaine conception de la qualité de vie et de la dignité sociale. Et cette pression pousse les gens à dépenser pour paraître plutôt que pour construire. À investir dans des signaux de statut plutôt que dans des actifs. À payer leur voiture comptant pour montrer qu'ils peuvent le faire plutôt que d'utiliser ce capital intelligemment. Ce n'est pas un jugement. C'est un mécanisme. Un mécanisme que vous ne pouvez contrer que si vous le voyez clairement. Voilà ce que je veux que vous compreniez avant de continuer. L'ennemi de votre richesse n'est pas votre salaire insuffisant. L'ennemi, dans la plupart des cas, c'est l'écart entre ce que vous produisez et ce que vous gardez. Et cet écart est maintenu artificiellement par 3 forces qui travaillent en permanence contre vous. La publicité, la pression sociale, et vos propres biais cognitifs. La publicité veut que vous consommiez maintenant. La pression sociale veut que vous paraissiez prospère.
Vos biais cognitifs, notamment le biais du présent, qui vous fait survaloriser le plaisir immédiat par rapport aux bénéfices futurs, vous poussent à céder aux deux premiers. Le résultat ? Vous travaillez pour maintenir votre niveau de vie, et pas pour construire votre liberté financière. Et ici, je dois vous poser une question directe. Est-ce que vous travaillez pour vivre, ou est-ce que vous travaillez pour vous libérer ? Parce que la réponse à cette question devrait déterminer toutes vos décisions financières. Et la plupart des gens n'ont jamais vraiment répondu à cette question honnêtement. Nous allons maintenant entrer dans la partie technique. Et je vous préviens, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que nous allons parler de structure. De la façon dont vous devriez organiser votre salaire pour maximiser à la fois votre qualité de vie aujourd'hui et votre liberté demain. Il existe plusieurs méthodes d'allocation du budget. Certaines sont bien connues. Certaines sont plus sophistiquées. Mais elles partagent tout un principe commun, la priorisation de l'investissement sur la consommation. La méthode la plus connue est la règle du 50/30/20. 50% de votre revenu pour les besoins essentiels, loyer, nourriture, transport, santé. 30% pour les désirs, loisirs, restaurants, achats plaisir. 20% pour l'épargne et l'investissement. C'est un point de départ. Mais c'est insuffisant si vous voulez vraiment vous construire un patrimoine solide. Les personnes qui s'enrichissent réellement sur leur salaire inversent souvent ces proportions. Elles visent 30% pour les besoins, 20% pour les désirs, et 50% pour l'investissement. Ou elles commencent à 20% d'investissement et augmentent progressivement chaque année. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Le pourcentage que vous investissez n'est pas aussi important que la régularité. Investir 200 € par mois pendant 20 ans, c'est bien plus puissant qu'investir 5 000 € une fois. Parce que la régularité active quelque chose que vous avez peut-être entendu mentionner mais que vous ne visualisez peut-être pas vraiment dans toute sa puissance. Les intérêts composés. Albert Einstein, et même si l'attribution est peut-être apocryphe, l'idée reste vraie, aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Et si vous n'avez jamais vraiment pris le temps de comprendre ce que ça signifie concrètement, faites-le maintenant. Parce que c'est la mécanique centrale de toute construction patrimoniale sérieuse. Les intérêts composés, c'est le phénomène par lequel vos rendements génèrent à leur tour des rendements. Vos intérêts rapportent des intérêts. Et avec le temps, cet effet devient exponentiel. Voici un exemple concret pour la France. Vous avez 25 ans. Vous commencez à investir 300 € par mois. Vous le faites dans un PEA, plan d'épargne en action bien construit, avec un rendement moyen de 7% par an. Vous continuez jusqu'à vos 65 ans, soit 40 ans d'investissement régulier. Vous aurez versé au total 144 000 €. Soit 300 € x 12 mois x 40 ans. Votre portefeuille vaudra à 65 ans, environ 790 000 €. La différence entre ce que vous avez versé et ce que vous avez accumulé, plus de 640 000 €, c'est la puissance des intérêts composés sur le long terme. Et maintenant imaginez que vous ayez commencé à 35 ans au lieu de 25. Même montant. Même rendement. Mais 10 ans de moins. Votre portefeuille à 65 ans, environ 380 000 €. 2 fois moins. Ces 10 années ont une valeur de 410 000 €. Pas parce que vous avez versé plus, mais parce que le temps a pu travailler sur votre argent. Voilà pourquoi chaque mois où vous retardez de commencer à investir est un mois où vous perdez de l'argent. Pas de façon visible. Pas douloureusement. Mais réellement. Mais je vous entends déjà. Je ne gagne pas assez pour investir. Il ne me reste rien à la fin du mois. C'est facile à dire mais la réalité c'est différent. Et je ne vais pas vous dire que c'est faux. Pour certains, c'est la réalité. Le coût de la vie en France, particulièrement dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, est élevé. Les loyers ont explosé. L'inflation a mangé une partie du pouvoir d'achat. C'est réel. Mais voici ce que je vais vous dire. La plupart des gens qui me disent qu'ils n'ont rien à investir à la fin du mois ont des abonnements qu'ils n'utilisent plus, des dépenses alimentaires qu'ils pourraient optimiser sans souffrir, et des achats impulsifs réguliers qui leur semblent anodins mais qui représentent, agrégés sur un an, plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas un jugement. C'est une réalité que j'ai observée encore et encore. Et la première étape, avant même de penser à investir, c'est de faire un audit honnête de vos dépenses sur les 3 derniers mois. Allez dans votre application bancaire. Regardez chaque transaction. Catégorisez. Et soyez honnête avec vous-même. Vous allez probablement trouver entre 100 et 300 € de dépenses que vous pouvez éliminer ou réduire sans impacter réellement votre qualité de vie. Et ces 100 à 300 €, sur 20 ans à 7% de rendement annuel, vous savez maintenant ce qu'ils deviennent. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose.
Si cette vidéo vous apporte quelque chose, si vous avez eu un moment de « Ah, c'est donc ça depuis le début », cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Pas pour moi, mais parce que cet algorithme qu'on appelle YouTube fonctionne comme ça. Si vous indiquez que ce contenu a de la valeur, il le montre à plus de personnes qui ont besoin de ces informations. Des gens qui, sans ça, ne les verront jamais. C'est littéralement une façon de faire quelque chose d'utile en un clic. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pas parce que je vous le demande, mais parce que la prochaine vidéo va s'attaquer à quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu expliquer clairement. Comment structurer concrètement vos comptes bancaires en France pour que votre argent travaille automatiquement sans que vous ayez à y penser chaque mois. C'est la suite logique de ce qu'on est en train de construire ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné, vous allez la rater. Continuons. Nous avons parlé de la voiture. Nous avons parlé du salaire, des intérêts composés, de l'inflation du niveau de vie. Maintenant je veux aborder quelque chose de plus profond. Quelque chose qui touche à la psychologie, pas seulement aux mathématiques. Pourquoi est-ce que les gens, des gens intelligents, des gens qui ont accès à l'information, font des erreurs financières répétées malgré tout? La réponse n'est pas le manque d'éducation. La réponse, c'est ce que les économistes comportementaux appellent les biais cognitifs. Et il y en a quelques-uns qui sont particulièrement dévastateurs dans le domaine des finances personnelles. Le premier, nous en avons déjà parlé, le biais du présent. Vous survalorisez le bénéfice immédiat par rapport au bénéfice futur. Un plaisir maintenant contre un bénéfice dans 10 ans. Votre cerveau n'est pas câblé pour traiter correctement les bénéfices lointains. Il les minimise automatiquement. Le deuxième, l'aversion à la perte. Vous ressentez plus intensément la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. Ce qui signifie que la peur de perdre de l'argent en investissant est souvent plus forte que l'attrait du gain potentiel. Et cette peur vous paralyse. Elle vous pousse à garder votre argent sur un livret à 3% plutôt que de l'investir sur des supports qui pourraient rapporter 7 ou 8% sur le long terme. Le troisième, la comptabilité mentale. Vous traitez l'argent différemment selon son origine. Un remboursement d'impôt, un chèque cadeau, un bonus, cet argent est traité comme de l'argent en plus que vous pouvez dépenser librement. Alors qu'il a exactement la même valeur que votre salaire ordinaire. Et cette distinction mentale vous conduit à dépenser cet argent de façon moins réfléchie. Ces trois biais, combinés, créent un cocktail dévastateur pour vos finances. Et comprendre leur existence ne suffit pas à les éliminer. Mais ça vous donne la capacité de les contourner par des systèmes. Voici un système que vous pouvez mettre en place dès maintenant. 5 étapes. Première étape, le lendemain de votre virement de salaire, programmez un virement automatique vers un compte d'investissement séparé. Même petit. 50 €, 100 €, 200 €. L'important n'est pas le montant. C'est que ça parte avant que vous ayez la chance de le dépenser. Deuxième étape, ouvrez un PEA si vous n'en avez pas déjà un. Le plan d'épargne en action est l'un des enveloppes fiscales les plus avantageuses en France. Après 5 ans de détention, les plus-values et dividendes sont exonérés d'impôts sur le revenu, vous payez uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Pour quelqu'un qui investit sur le long terme, c'est une économie fiscale considérable. Troisième étape, investissez sur des supports simples et diversifiés. En France, les ETF, fonds indiciels, sont accessibles via les principales plateformes d'investissement et certaines banques en ligne. Un ETF qui réplique le MSCI World, par exemple, vous donne une exposition à plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés avec des frais minimes. Quatrième étape, ne touchez pas à cet investissement. Ne regardez pas la valeur chaque jour. Pas chaque semaine. Peut-être même pas chaque mois. Parce que les fluctuations à court terme vont activer vos biais cognitifs, notamment l'aversion à la perte, et vous pousser à vendre au mauvais moment. Cinquième étape, augmentez le montant que vous investissez chaque fois que votre situation le permet. Une augmentation de salaire ? La moitié va à l'investissement avant que vous n'ayez eu le temps d'adapter votre niveau de vie. Ces 5 étapes ne sont pas révolutionnaires. Elles ne sont pas spectaculaires. Mais appliquées avec régularité sur 10, 20, 30 ans, elles changent radicalement la trajectoire financière d'une personne. Mais il y a quelque chose que je dois ajouter ici. Et c'est important. Ce que je vous décris, c'est un chemin. Pas une recette magique. Et ce chemin demande quelque chose que peu de systèmes financiers demandent, de la patience. De la patience dans un monde qui vous vend des solutions rapides à chaque coin de rue. En France, et c'est vrai dans toute l'Europe, il existe une industrie entière dédiée à vous faire croire que vous pouvez vous enrichir rapidement. Les crypto-monnaies présentées comme des opportunités révolutionnaires par des influenceurs qui gagnent principalement en vous recrutant. Les formations devenez riches en investissant dans l'immobilier vendu des milliers d'euros par des gens dont la vraie source de revenus est la vente de formations.
Les systèmes de trading qui promettent des rendements impossibles à tenir sur le long terme. Je ne dis pas que ces domaines n'ont aucune légitimité. L'immobilier peut être un excellent vecteur de construction patrimoniale, dans les bonnes conditions. Certains investisseurs en crypto ont effectivement réalisé des gains importants. Et le trading peut être une activité lucrative pour des professionnels expérimentés. Mais pour la grande majorité des gens, pour ceux qui commencent avec un salaire ordinaire et des finances ordinaires, la construction patrimoniale sérieuse passe par des méthodes simples, régulières et ennuyeuses. Pas par des raccourcis spectaculaires. L'ennui est la signature de la sagesse financière. Et les gens qui s'enrichissent vraiment sur le long terme sont souvent ceux dont vous n'entendez pas parler sur Instagram. Revenons maintenant à notre voiture. Parce que je veux vous montrer un troisième niveau d'analyse que je n'ai pas encore abordé. Nous avons dit que payer comptant immobilise votre capital. Nous avons dit que ça vous prive de liquidité pour l'imprévu. Mais il y a un troisième aspect qui concerne spécifiquement les salariés en France, la fiscalité et l'utilisation professionnelle du véhicule. Si vous utilisez votre voiture à des fins professionnelles, même partiellement, les modalités de financement peuvent avoir des implications fiscales différentes selon que vous êtes salarié avec remboursement de frais, travailleur indépendant, ou dirigeant d'une structure juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ici, ça ferait l'objet d'une vidéo entière, mais je veux que vous reteniez une idée, la façon dont vous financez un actif, même un actif qui se déprécie comme une voiture, peut avoir des conséquences au-delà du simple calcul je paie des intérêts ou non. La structure juridique, la nature de vos revenus, votre situation fiscale personnelle, tout ça entre en jeu. Et c'est précisément pourquoi les gens qui ont un bon niveau de revenus travaillent avec des comptables ou des conseillers en gestion de patrimoine. Pas parce qu'ils ne comprennent pas les bases, mais parce qu'ils ont compris que l'optimisation de chaque décision financière, même des petites, peut représenter des sommes considérables sur une vie. Si vous n'avez jamais parlé à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et j'insiste sur indépendant, c'est-à-dire rémunéré à l'heure et non à la commission, c'est quelque chose que je vous encourage sérieusement à envisager dès que votre patrimoine commence à prendre de la consistance. Je veux maintenant vous parler d'un concept que j'appelle la trappe à classe moyenne. C'est peut-être l'idée la plus inconfortable de cette vidéo. Et c'est celle qui touche le plus directement la réalité de la majorité des Français. La trappe à classe moyenne, c'est un mécanisme socio-économique par lequel les personnes qui appartiennent à la classe moyenne qui gagnent suffisamment pour ne pas être dans la précarité, mais pas suffisamment pour avoir accès aux outils financiers des vraiment riches, restent coincées dans une zone intermédiaire sans réelle mobilité patrimoniale. Comment ça fonctionne? Premièrement, la fiscalité est particulièrement lourde pour les revenus du travail en France. Un salarié qui gagne 3 500 € brut coûte environ 5 500 € à son employeur. Il reçoit environ 2 700 € net. La différence, soit presque la moitié du coût total, part en cotisations et impôts. Cela ne signifie pas que ces prélèvements n'ont pas de valeur, ils financent des services réels. Mais ça signifie que votre revenu brut ne vous appartient qu'à moitié. Deuxièmement, les personnes à revenus élevés ont accès à des véhicules fiscaux que les revenus modestes ne peuvent pas utiliser efficacement: holding, démembrement de propriété, assurance vie haut de gamme, investissement en loi Malraux ou Pinel pour ceux qui ont les moyens de les utiliser correctement. Ces outils créent un avantage qui se cumule dans le temps. Troisièmement, les revenus du patrimoine sont généralement moins taxés que les revenus du travail. En France, depuis la mise en place de la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique en 2018, les revenus du capital sont taxés à 30%, incluant les prélèvements sociaux, quelle que soit la tranche marginale d'imposition. Pour quelqu'un qui est dans la tranche à 45%, c'est une économie considérable. Ce qui signifie que plus vous avez de capital, plus vous êtes avantagé fiscalement pour en faire croître davantage. Ce n'est pas une conspiration. Ce n'est pas du cynisme. C'est la structure du système. Et vous pouvez la subir, ou vous pouvez apprendre à la naviguer. Voici ce que naviguer signifie concrètement pour quelqu'un avec un salaire ordinaire en France. Ça commence par sortir le maximum de votre revenu imposable des mains du fisc de façon légale. Le plan d'épargne retraite, le PER, permet par exemple de déduire de votre revenu imposable les versements que vous faites, dans certaines limites. Si vous êtes dans la tranche à 30%, chaque 1000 € versés sur votre PER vous économise 300 € d'impôt. C'est un rendement immédiat de 30% avant même que l'investissement commence à travailler. Ça continue par maximiser les enveloppes fiscalement avantageuses disponibles. PEA pour les actions. Assurance vie pour sa flexibilité et ses avantages successoraux. Livret A et LDDS pour la liquidité de précaution. Ces trois enveloppes combinées couvrent la grande majorité des besoins d'un investisseur particulier en France. Et ça passe enfin par comprendre que votre salaire est votre point de départ, pas votre destination.
Le salaire, c'est le carburant. L'investissement régulier et structuré, c'est le moteur. Et le temps, c'est la route. Nous approchons de la fin de cette vidéo. Et je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit au début, parce que je pense qu'il est important de le reformuler maintenant que vous avez tous ces éléments. Payer sa voiture comptant n'est pas nécessairement une erreur dans tous les contextes. Si vous n'avez pas de capital à investir par ailleurs, si votre situation financière ne vous permet pas de prendre un crédit dans de bonnes conditions, si les taux proposés sont trop élevés pour que le différentiel soit favorable, dans ces cas, payer comptant peut être la décision la plus sage. Mais si vous avez un capital disponible, si vous pouvez obtenir un crédit à un taux raisonnable, disons en dessous de 4 ou 5%, et si vous avez la discipline de placer et de ne pas toucher la différence, alors l'analyse mathématique est presque toujours en faveur du crédit. Ce que j'essaie de vous transmettre, ce n'est pas une règle absolue. C'est un outil d'analyse. Une façon de penser les décisions financières en termes de coût d'opportunité, de rendement, de liquidité et de temps. Une façon de ne plus prendre des décisions basées sur des intuitions ou des pressions sociales, mais sur une compréhension claire des mécaniques en jeu. Et c'est ça, la vraie éducation financière. Pas une liste de règles à suivre. Un mode de pensée à développer. Maintenant je veux vous laisser avec quelque chose. Une question que je vous invite à vous poser ce soir, ou demain matin, dans un moment calme. Si vous regardez votre situation financière aujourd'hui, votre salaire, vos dépenses, votre épargne, votre patrimoine, est-ce que la trajectoire actuelle vous mène là où vous voulez être dans 10 ans? Dans 20 ans? Pas est-ce que vous gagnez assez? Pas est-ce que vous pouvez payer vos factures ce mois-ci? Mais, est-ce que dans 10 ans, grâce aux décisions que vous prenez aujourd'hui, votre liberté financière sera plus grande qu'elle ne l'est maintenant? Si la réponse est je ne sais pas, c'est un problème. Pas un problème insoluble. Mais un problème. Parce que naviguer sans cap, c'est le meilleur moyen d'arriver là où le hasard vous amène plutôt que là où vous avez décidé d'aller. Et si la réponse est non, c'est encore mieux. Parce que reconnaître qu'on va dans la mauvaise direction est la première condition pour changer de direction. Dans les commentaires, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous avez, aujourd'hui, un plan financier clair, même simple, pour les 5 prochaines années? Pas un budget mensuel. Un plan. Une direction. Des objectifs. Commentez en dessous. Pas pour me faire plaisir. Mais parce que formuler votre situation, même en quelques mots, est souvent le premier pas vers quelque chose. Et parce que si vous dites où vous en êtes, je peux vous orienter vers les ressources ou les vidéos qui correspondent à votre situation spécifique. Je lis les commentaires. Je réponds. C'est la nature de ce canal. Avant de terminer, je dois vous dire quelque chose sur l'avenir. Les prochaines années en France vont être des années de transformation économique. Le vieillissement de la population va mettre la retraite par répartition sous pression croissante. Les taux d'intérêt, après des années de montée, vont progressivement évoluer dans un sens ou dans l'autre selon les dynamiques économiques mondiales. L'immobilier français, particulièrement dans certaines zones, va connaître des ajustements. L'intelligence artificielle va transformer des marchés du travail entiers, créant des opportunités dans certains secteurs et de l'obsolescence dans d'autres. Tout ça pour dire, la stabilité n'est pas une option. Le changement est la seule constante. Et face au changement, ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux qui ont les revenus les plus élevés. Ce sont ceux qui ont la meilleure capacité d'adaptation. Et la capacité d'adaptation financière, ça se construit. Ça se construit avec de la liquidité, de la diversification, de l'éducation continue, et une structure financière solide. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas seulement un moyen de vous enrichir. C'est un moyen de vous rendre antifragile. De faire en sorte que votre situation financière non seulement résiste au choc, mais en profite. Alors, voilà où nous en sommes. Nous avons commencé avec une voiture. Nous avons parlé de capital, de coût d'opportunité, d'intérêts composés, d'inflation du niveau de vie, de biais cognitifs, d'optimisation fiscale, et de trajectoire financière à long terme. Et la leçon centrale de tout ça, celle que je veux que vous emportiez avec vous, c'est celle-ci. Votre salaire n'est pas votre richesse. Votre richesse, c'est ce que vous faites de votre salaire. Et la différence entre quelqu'un qui s'enrichit sur un salaire ordinaire et quelqu'un qui stagne sur un bon salaire ne tient pas à la chance, ni à l'intelligence brute, ni à des opportunités exceptionnelles. Elle tient à un ensemble de décisions cohérentes, prises régulièrement, sur le long terme, dans le sens de la construction plutôt que dans le sens de la consommation. Ce n'est pas une morale. Ce n'est pas de l'ascétisme. Ce n'est pas vous demander de sacrifier votre qualité de vie. C'est vous demander de la penser différemment. De distinguer les dépenses qui vous enrichissent, qui créent de la valeur, de la liberté,
de la sécurité, des dépenses qui vous donnent une illusion momentanée de prospérité sans en construire le fondement. Et de mettre en place, une fois pour toutes, les systèmes simples qui font que votre argent travaille pour vous, même quand vous dormez. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, faites-le maintenant. Et si vous voulez continuer sur ce chemin, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est poser les bases. Et les prochaines vidéos vont construire dessus, couche par couche, pour vous donner une vision complète et actionnable de la façon de gérer, faire croître et protéger votre argent en France. Ce n'est pas une promesse de vous rendre riche rapidement. C'est une promesse de vous donner les outils que la plupart des gens n'ont jamais reçus. Je vous dis à très bientôt.